Bonsoir, chers élèves. Soyez les bienvenus à cette troisième séance de notre cours intitulée Aperçu sur l'histoire de la philosophie. La première séance nous a permis de voir la période antique et la deuxième séance nous a permis également de continuer dans cet élan et cette période antique qui a été marquée par la connaissance des lettres. Donc pour cette troisième séance, nous allons voir la relativité de la vérité. En un, la position des sophistes par rapport à la vérité. Les sophistes, nous avions dit que les sophistes sont des réels ou parfois fictifs. Ils constituent les principaux interlocuteurs directement ou indirectement de Socrate, surtout dans les dialogues de Socrate. Nous avions dit que les sophistes sont des rhéteurs, c'est-à-dire que ce sont des maîtres de la parole. Ils s'appuient sur l'éloquence pour dissuader l'auditoire. Pour eux, le principe de la vérité est basé sur le discours, le logos. Pour eux, la vérité consiste à persuader, à dissuader le peuple, à dissuader l'auditoire. Donc, ils seront taxés de menteurs, ils seront taxés de pervers par Platon ainsi que son maître Aristote et son maître Socrate, autant pour moi. Ils vont estimer que les sophistes ne disent pas la vérité. Voilà, donc ce qui importe, c'est l'éloquence, c'est de persuader l'auditoire par des belles paroles, par les beaux discours. Voilà, donc chez eux, la vérité est relative, mais cette vérité n'est pas basée sur la morale, sur l'éthique. Voilà, donc ils vont occulter la dimension éthique, la dimension morale du discours, la dimension morale de la science, de la connaissance. Et donc Platon dira que ils ont perverti la connaissance issue des trois écoles précédentes, notamment l'école ionienne, l'école pythagoricienne, voilà, et l'école éliatique. Voilà, ils sont issus de ces trois écoles, mais ils vont pervertir les enseignements de ces trois écoles. Et c'est pourquoi les sophistes seront perçus comme des gens qui trompent le peuple. Voilà, ce qui importe, c'est l'éloquence, convaincre l'auditoire par des belles paroles, par des beaux discours. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir de la relativité ou bien encore de la vérité chez les sophistes. Ils sont nombreux, mais les plus connus sont Protagoras d'Abdère, on a Hippias, on a Élise, on a Atyphon, on a Gorgias, Leontium, Prodicos, Lysios. Nous avons également Calliclès, Hermogène, Cratyle, Ménon, Théétète, Phédon, Polos, Glaucon, ils sont nombreux. Voilà. Vous verrez également ces mêmes noms dans les dialogues de Platon. Voilà, Platon a reproduit les discours selon les dialogues de Socrate avec les sophistes. La plupart des interlocuteurs de Socrate étaient des sophistes. Alors, ce qu'il faut retenir, ce sont ces interlocuteurs, c'est avec eux qu'ils menaient des dialogues. Le principe de la connaissance chez Socrate était basé sur la réminiscence. Voilà, on verra ça par la suite avec la vérité chez Platon, la réminiscence. Qui consiste à réveiller, voilà, réveiller la connaissance qui est déjà acquise par l'âme. Pour Socrate ainsi que son disciple Platon, l'âme a acquis la connaissance dans un monde antérieur, voilà, avant d'intégrer le corps. Et donc, lorsque l'âme intègre le corps, il suffit d'un interrogatoire pour faire revenir ses souvenirs, qui va appeler la réminiscence. Donc, la réminiscence consiste à faire revenir, n'est-ce pas, la connaissance, ou bien encore à réveiller la connaissance chez l'homme. Une connaissance qui est déjà acquise par l'âme. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir dans la réminiscence. Et c'est pourquoi Socrate dira que il accouche les idées. Voilà, donc il accouche les idées parce qu'il amène son auditoire à prendre conscience de son ignorance et à revenir sur ce qu'il sait déjà. La position de Platon par rapport à la vérité. Platon est le disciple fidèle de Socrate. À ce titre, il restitue ses dialogues, les enseignements de son maître,
sur le plan philosophique, ces deux personnages vont incarner la doctrine idéaliste de l'Antiquité. Donc l'idéaliste, ce sont les gens qui sont dans les idées. L'idéalisme est une doctrine philosophique qui consiste à, à percevoir l'être ou à percevoir la connaissance à travers les idées. Voilà, donc les idées sont les seuls modes opératoires pour accéder à la connaissance, pour accéder à la science. Cet idéalisme est à la fois un art de vivre, c'est-à-dire une attitude pratique et une sorte de savoir original qui repose avant tout sur la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, sa fameuse citation. Donc, le premier pas vers la connaissance consiste justement à se connaître soi-même. En effet, d'abord, Socrate se distingue et se démarque des sophistes traditionnels en affirmant qu'il ne sait pas, qu'il ne sait rien, en référence à la célèbre sentence d'Amenon. Ménon est un sophiste et également c'est un dialogue de Socrate. Voilà, donc vous verrez cet ouvrage-là, Ménon. Il dit dans Ménon, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate qui est perçu comme la référence de la philosophie, on l'a vu dans la première séance, à travers le découpage de la période antique. Nous avons dit qu'il y a la période présocratique, la période qui vient avant Socrate. Nous avons également la période socratique et la période post-socratique, puisque la philosophie va continuer après Socrate. Voilà, donc dans Ménon, Socrate dira que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À travers cette fameuse maxime, Socrate va se présenter comme celui qui ne sait rien. Et par cette attitude, il veut montrer sa sagesse. Contrairement aux sophistes qui se présentaient comme les détenteurs du savoir, comme les détenteurs de la sagesse. Voyez-vous, ils vont, comme je l'ai dit, ils vont s'appuyer sur l'éloquence, sur la maîtrise de la parole, l'enchaînement dans la parole euh, des proverbes qui vont enchaîner tout cela pour persuader. Voilà. Sinon, c'est un discours qui est vide de sens, c'est un discours qui est vide de morale. Voilà comment ils seront taxés par Socrate et ainsi que son disciple Platon. Cette reconnaissance de son ignorance première fait de Socrate le père fondateur de la philosophie qui se présente désormais comme l'amour de la sagesse, la recherche inlassable de la vérité ou la perpétuelle remise en question et non la position d'un savoir définitif. On attend très souvent que la philosophie est la sagesse, la philosophie c'est la connaissance. La philosophie ne se définit pas en tant qu'une discipline détentrice du savoir ou détentrice de la sagesse. La philosophie se présente comme une discipline en quête du savoir, en quête de la sagesse. Donc voilà comment il faut définir la philosophie. C'est une discipline qui ne détient pas, hein, voilà, détient pas la sagesse, qui ne détient pas la connaissance. Parce que Socrate, qui se présente comme à qui l'on confère la paternité de la philosophie, n'a pas dit qu'il détient la sagesse. On vient de voir tout à l'heure sa fameuse citation quand il dit ce que je sais, ce que je ne sais rien. Donc la philosophie, la définition de la philosophie découle justement de cette citation euh, dans la mesure où la philosophie ne se présente pas comme une discipline détentrice du savoir, mais une discipline qui est en quête, qui est la recherche justement de la connaissance. La philosophie devient par la même occasion une discipline ascétique, car selon l'idéalisme socratique et platonicien, la vérité elle-même ne réside pas dans ce que nous voyons, entendons, sentons et croyons immédiatement. Au-delà de ce monde physique et sensible que nous habitons, il existe le monde de la vérité qui est le monde intelligible, ou monde des idées en soi, des réalités stables et immuables, et dont le monde sensible n'est que l'apparence ou reflet. Donc, nous allons entamer maintenant la théorie de la connaissance chez Socrate et ainsi que son disciple Platon. Pour Platon, la connaissance, il y a deux mondes. Donc, il y a une bipolarisation du monde. Il y a un premier monde qui est le monde sensible, qui va appeler le monde sensible, le monde dans lequel vous et moi nous vivons. Et il y a un second monde qui est le monde intelligible, le monde qui se saisit par les idées, qu'il va appeler également aussi le monde nouménal, le monde intelligible ou bien le monde nouménal. Donc pour Platon, la connaissance, puisque nous sommes dans la relativité de la vérité qui est la connaissance ne réside pas dans ce monde sensible, parce que ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui nous trompe. Voilà, donc un monde
un monde dont l'accès à la science, à la connaissance se fait par les sens. Alors que pour les idéalistes comme Platon, nos sens nous trompent. Donc on ne peut se fier aux sens pour acquérir la connaissance. Nos sens nous trompent. Et c'est pourquoi il dira que l'âme doit quitter le corps, puisque le corps se présente comme le tombeau. Le corps se présente comme ce qui emprisonne l'âme. Et ce qui importe chez les idéalistes, chez Platon, c'est l'âme et non le corps. Voilà, c'est pourquoi dans un de ses dialogues, il dira que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais apprendre à mourir au corps et pour renaître à l'âme. Donc, il va estimer que l'âme doit quitter le corps pour aller dans le monde intelligible, le monde nouménal, le monde de la vérité, pour acquérir la connaissance. Et donc, lorsque l'âme arrive dans le monde intelligible, après avoir acquis la connaissance, l'âme ne reste pas dans le monde intelligible, l'âme va redescendre dans le corps. C'est pourquoi dans sa théorie de la connaissance, il y a la dialectique ascendante et la dialectique descendante. La dialectique ascendante consiste à l'âme de quitter le corps pour aller dans le monde intelligible, acquérir la connaissance. Et la dialectique descendante, justement, consiste pour l'âme de redescendre dans le corps du philosophe. Et il estime que euh, le philosophe est apte à diriger la cité. C'est pourquoi il dira que les philosophes deviennent rois et que les rois deviennent philosophes. Voilà. Donc voici le schéma, euh, ce qu'on appelle ce schéma de la bipartition de l'univers, ou bien de la bipartition du monde. Le monde sensible, le monde qui nous trompe, le monde par lequel les choses, euh, on accède aux choses par les sens. Voilà. Donc il estime que nos sens nous trompent, nos sens sont trompeurs, on ne peut se fier aux sens. Donc il n'a pas de connaissance dans le monde sensible. Mais Platon va schématiser, il va schématiser le monde sensible par, dans la République. Dans sa République, la République c'est un ouvrage de Platon. Dans cet ouvrage, il va nous parler du mythe de l'allégorie de la caverne. Voilà, le mythe de l'allégorie de la caverne. Et dans ce mythe, Platon dira que, imaginez-vous dans une caverne, vous allez me demander la caverne c'est quoi? La caverne c'est comparable à une grotte. Voilà. Donc, ils sont dans la caverne. La caverne est caractérisée par le noir, par l'obscurité profonde. Il dit que les prisonniers sont dans la caverne, ils ont les chaînes au cou et leurs coups sont dirigés vers le mur qui est devant eux. Et il dit, au fond, il y a l'obscurité, comme il a dit. Ils ont les chaînes au cou, ils ne peuvent tourner la tête. Leurs têtes sont dirigées vers le mur placé devant eux. Et donc, en haut de la caverne, il y a un trou. Voilà, donc il y a un trou. Et les personnes qui passent au-dessus, la lumière du soleil va projeter leur ombre dans la caverne et leurs ombres seront protégées, seront projetées sur le mur devant les prisonniers. Et donc l'ombre qui est projetée sur le mur sera perçue comme une vérité pour les prisonniers étant dans la caverne, puisqu'ils ils ne voient pas autre réalité que l'ombre. Voilà, donc ils vont considérer l'ombre comme étant la vérité. Et Platon dira que, imaginez qu'on fasse sortir un prisonnier de la caverne. D'abord, sa vision sera éblouie par la lumière, par la clarté du soleil. Et donc, cette clarté du soleil va s'expliquer par l'affranchissement de l'ignorance, l'affranchissement de l'obscurité. Donc, le prisonnier qui sort de la caverne, il s'affranchit. Voilà, il fait un pas vers la connaissance, puisque la clarté, la connaissance est exprimée par la clarté du soleil. Et donc, il va s'habituer. Au départ, ça sera un peu difficile, puisque l'affranchissement, c'est comme le sevrage, c'est un peu difficile. S'affranchir de l'obscurité, s'affranchir de l'ignorance. Il va faire maintenant corps à la connaissance, il va faire corps à la lumière, à la clarté du jour. Donc, il va apprendre maintenant la connaissance de la science. Et, et quand il va redescendre, il trouvera ses collègues à la prisonnier dans la caverne. Et quand tu leur diras que tout ce que vous voyez projeté sur le mur n'est qu'illusion, c'est comme celui qui est à l'extrémité de la route. Quand il regarde à l'horizon, il constate qu'il a l'impression qu'il y a de l'eau. Et quand il approche, cela s'éloigne au fur et à mesure. Donc c'est l'illusion. Il leur dira que tout ce que vous voyez projeté sur le mur, ce n'est illusion, c'est l'ignorance. Mais ils ne vont pas croire parce que eux, ils n'ont pas pu se délivrer de l'ignorance.
Donc, Platon, et ce mythe-là, c'est pour nous amener à comprendre que le monde dans lequel nous vivons, le monde sensible, est comme la caverne. Nous devons nous affranchir de l'ignorance de ce monde sensible pour aller acquérir la connaissance. Voilà. Donc, voilà la théorie de la vérité, ce qu'il faut comprendre chez, voilà, ce qu'il faut comprendre chez Platon. Maintenant, nous allons aborder la théorie de la connaissance chez Aristote. Aristote est né en 384 à Stagie, en Macédoine, colonie située au nord de la Grèce, et est mort en 322 avant Jésus-Christ. Dès son jeune âge, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans, il regagne l'académie de Platon à Athènes et y suit les enseignements en tant qu'élève, mais il n'en sera pas pour autant le disciple. Donc, Aristote fut un élève de Platon, mais il n'a pas été un disciple. Encore aussi, il faut savoir la différence entre élève et disciple. L'élève, c'est celui qui... c'est un apprenant, voilà. C'est un apprenant simplement. Il va chercher la science, donc c'est un élève. Mais l'élève n'est pas obligé d'épouser l'idéologie, selon la doctrine de celui auprès de qui il apprend. Mais celui qui, après, en plus d'apprendre la connaissance auprès de quelqu'un, mais s'il épouse l'idéologie, ou bien il épouse la doctrine, il adhère scrupuleusement à la doctrine de celui auprès de qui il apprend, en ce moment il devient un disciple. Le disciple ne s'oppose pas à la doctrine, il ne s'oppose pas à la thèse défendue par son maître. Donc Aristote fut un élève, simplement un élève, il n'a pas été un disciple, dans la mesure où il va s'opposer à la pensée de Platon en critiquant systématiquement la théorie des idées qui relègue le monde intelligible, le monde de la science. Donc Aristote va estimer que il va s'opposer à cette bipartition du monde opérée par Platon. Voilà, donc il va s'opposer à cela. Il ne va pas accepter cette bipartition du monde. Il n'y a pas deux mondes, selon lui. Et également, il va s'opposer à l'existence de ce monde intelligible. Donc pour lui, il n'y a que le monde de la science. Voilà, le monde de la science. Dans un univers séparé du monde sensible. Il va s'opposer à cela. Parce que Platon dit qu'il y a un monde de l'ignorance, qui est le monde sensible, et il y a un autre monde, le monde de la connaissance. Donc Aristote va s'opposer à cette bipartition du monde. Ainsi, à l'idéalisme absolu, puisque Platon, sa théorie, il s'inscrit dans cette doctrine de l'idéalisme, tout ça qui est à travers les idées, puisque le monde intelligible, c'est un monde d'idées. On perçoit ce monde intelligible à travers les idées. On ne peut pas le saisir de façon tangible. Donc, à l'idéalisme absolu, Aristote oppose le naturalisme ou encore le réalisme. Il va opposer le naturalisme, il va baser sa doctrine sur le réalisme, alors que la doctrine platonicienne est une doctrine idéaliste. Sur la base de ce divorce idéologique, puisqu'il va y avoir un divorce maintenant entre Aristote et Platon, et ce divorce idéologique d'abord, et divorce méthodologique, puisqu'ils n'ont pas les mêmes manières, ils n'ont pas les mêmes procédés pour cheminer vers la connaissance, pour cheminer vers la science. Donc, sur la base de ce divorce idéologique et méthodologique, d'avec son maître Platon, il fonde à Athènes sa propre école qu'il installe dans un gymnase consacré à Apollon Lycien. Donc Aristote, il va se retirer de la doctrine enseignée par son maître Platon pour aller créer son école. Euh, donc l'école créée par Platon était l'académie. Donc il va se désolidariser justement de cette école, baser sa doctrine sur Apollon Lycien, d'où l'appellation lycée. Donc il va créer le lycée. Le lycée vient de l'appellation lycien. Voilà, lycien, Apollon Lycien. Il va baser plus sa doctrine sur Apollon Lycien. Parce que Platon a basé sa doctrine sur son maître, Socrate. Lui, il va baser sa doctrine sur Apollon Lycien. Donc il va appeler son école le lycée. Contrairement à l'académie qui, avec la mort de Platon, connaissait un déclin, le lycée prospérait en raison même des nouvelles méthodes instituées par Aristote et surtout de l'élargissement des champs d'études. Justement, l'un des mérites de Aristote, quand il va créer le lycée, c'est le fait d'universaliser la science. Puisque dans l'académie créée par Platon, il n'y avait que la connaissance des idées. Il n'y avait que les idées. On ne parlait que du monde nouménal. On ne parlait que du monde des idées. On ne parlait que du monde intelligible. Le monde dans lequel on acquiert la connaissance. On ne parlait que de ça.
Donc la science était unilatérale. On cherchait seulement qu'à saisir les idées. Donc l'un des mérites d'Aristote, c'est le fait d'universaliser la connaissance. Il va introduire d'autres sciences, notamment la politique, la poétique, l'éthique, métaphysique, logique, la physique, cosmologie, histoire naturelle, dont la zoologie et la biologie. Donc Aristote va introduire toutes ces sciences-là dans son lycée. Voilà, donc dans son lycée. Donc c'est comme si Aristote va universaliser la science, il va universaliser la philosophie. Pour Aristote, le philosophe est d'abord celui qui possède, dans la mesure du possible, la totalité du savoir. Euh, il va partir du particulier, voilà, avec l'académie, qui était basée seulement sur la connaissance des idées, pour universaliser. Parce que pour lui, un savant dans la mesure de ses possibilités, doit avoir la totalité du savoir pour qu'on puisse l'appeler un savant. Voilà, donc pour lui, c'est l'universalisation justement de la science. Quels sont alors les principes et les caractéristiques de ce savoir? Pour Aristote, le savoir désigne avant tout la science, c'est-à-dire la connaissance sûre et certaine. Il n'a pas de science du singulier chez lui, mais seulement de l'universel, comme je l'ai dit. Il faut universaliser la science, il faut élargir les champs de connaissances. C'est ça un savant. Il n'y a de science que du général. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Ainsi, toute science repose sur la définition et la démonstration. Parce que dans la doctrine idéaliste qui consiste justement à saisir les idées, voilà, le monde nominal, c'est des choses qu'on ne peut pas démontrer. Euh, ce sont des choses qu'on ne peut pas démontrer. Mais euh, euh, on essaie de saisir, de l'appréhender, voilà, de l'appréhender à travers les idées, mais on ne peut pas démontrer. Donc Aristote va également opposer la démonstration. Il va opposer euh, la démonstration à cette méthode de la connaissance, voilà, qui est basée sur les mythes. Donc Aristote va asseoir le principe de sa connaissance sur la démonstration. On doit pouvoir démontrer ce qu'on apprend. Donc toute science repose sur la définition et la démonstration, qui sont les seules méthodes qui lui soient appropriées. La pensée scientifique pour lui porte sur les réalités fixes, pas les réalités des choses on quitte d'un monde pour aller dans un autre monde. Non, non, non. Ce sont les réalités fixes. Et ce sont les réalités également qui sont stables. Des réalités qui sont stables, les réalités qui sont démontrables. Voilà. Quand il a introduit la politique, justement, la politique répond à un besoin. À un moment donné, il y a eu ce besoin d'organiser la société. Il va y avoir également un besoin éthique. Donc, c'est vu la nécessité de toutes ces sciences-là que Aristote va les introduire. Mais ce sont les sciences qui sont démontrables, pas des sciences qui sont basées sur les idées. On ne les saisit pas à travers les idées, mais c'est des sciences qui sont démontrables. La pensée scientifique, pour lui, porte sur les réalités fixes, les réalités stables et les réalités immuables et qui sont universelles. Mais ces notions universelles auxquelles s'attacheront la définition et qui seront les principes de la démonstration ne surgissent pas en nous par réminiscence ou par une saisie directe, contemplation de l'idée. Voilà. Donc la doctrine platonicienne est basée sur la contemplation des idées, le fait de saisir les idées, appréhender les idées. Aristote, il va baser sa théorie des connaissances sur la démonstration qui s'oppose à la réminiscence. La réminiscence chez Platon et ainsi que son maître consiste à dire que l'âme a acquise, l'âme a acquis la connaissance dans un monde antérieur avant d'intégrer dans le corps. Ce qui fait que quand tu interroges le sujet, tu lui poses des questions, l'âme il essaie de se souvenir. Donc cette manière de se souvenir pour se rappeler la connaissance acquise dans le monde antérieur est appelée la réminiscence. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a un principe de fatalité pour dire que la science s'acquiert. Voilà, la science s'acquiert, je veux dire, de façon fataliste. Voilà. Et donc, l'âme a déjà acquis de la connaissance avant d'intégrer dans le corps. Il suffit maintenant d'un interrogatoire, des questionnements pour faire revenir, sinon pour réveiller cette science. C'est ce qu'on appelle le principe de réminiscence qui existe chez Platon et ainsi que son maître Aristote et son maître Socrate, autant pour moi. Donc, la réminiscence, c'est cette théorie-là
qui est basé sur le souvenir de la connaissance. Mais pour Aristote, la science ne s'acquiert pas par réminiscence. Non, la science s'acquiert par la démonstration. La vérité s'acquiert par la démonstration. Pour lui, nous y accédons par la sensation. Justement, la sensation n'excède pas la science, mais elle en est le point de départ. Souvenez-vous, nous avons dit dans la théorie des connaissances chez Platon que cette théorie n'est pas basée sur les sens. Voilà. Mais Aristote va dire que la science s'acquiert par les sens. Voilà en quoi Aristote s'oppose de son maître Platon. Lui va dire que c'est vrai, l'essence, la sensation n'est pas elle-même une science, mais le premier pas qu'on fait, le premier pas qu'on fait, euh, le premier pas vers la science, le premier pas vers la connaissance se fait par l'essence. Voilà, c'est par l'essence. Je vais donner un exemple très simple. L'enfant, pour que l'enfant puisse savoir que le feu brûle, c'est le contact. Voilà, le contact. S'il ne touche pas le feu pour la première fois, il ne peut pas savoir que le feu brûle. Voilà, donc c'est avec les sens que l'enfant prend conscience que le feu brûle. Ou bien encore que le sucre est sucré, que le sel est salé. C'est par nos sens. Donc pour lui, pour Aristote, c'est avec la sensation qu'on fait un pas vers la connaissance. La sensation ne cède pas la science, mais elle en est le point de départ. Sans cesse et par un mouvement spontané de l'esprit, nous inférons du particulier au général. En clair, la science part de la sensation pour se constituer en des principes généraux universels, c'est-à-dire en des concepts et des théories systématiques. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la relativité de la vérité chez les sophistes, chez Platon, ainsi que son maître Socrate, la relativité de la vérité également chez Aristote. Donc, merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver pour une autre séance. Merci bien.